La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous nous retrouvons pour un second épisode sur la question « Pourquoi les aides à domicile et les EHPAD sont-ils si chers ?» Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Benjamin Ferras et Jean-Philippe Vincan. Pour rappel, Benjamin Ferras est inspecteur général des affaires sociales, enseignant et conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Jean-Philippe Vincan est également inspecteur général des affaires sociales et conseiller scientifique de l'EN3S. Benjamin Ferras, bonjour. Bonjour Julie. Jean-Philippe Vincan, bonjour. Bonjour Julie. Dans cette deuxième partie, nous allons traiter du sujet des EHPAD. Pour débuter, expliquez-nous quels sont les hébergements offerts aux personnes âgées et plus précisément, que sont les EHPAD et quel est leur statut exactement ? Alors, une partie des personnes âgées, et surtout des personnes très âgées, va être amenée à quitter leur logement pour s'installer dans une résidence ou un établissement, une structure, une institution qui sera plus apte à les accompagner dans les actes de la vie courante. Ce changement de logement est le plus souvent contraint et subi par la personne âgée et sa famille. Il peut subvenir suite à un événement difficile, comme le décès du conjoint, ou encore un accident, une perte de capacité qui entraîne de fortes restrictions de leur autonomie. Cette prise en charge en établissement, cette institutionnalisation, et donc le départ du domicile, sont rarement des choix de la personne âgée ou de sa famille. Oui, il existe une diversité d'offres à destination des personnes âgées. Ce secteur s'est progressivement structuré entre les années 1950 et les années 1990 en 3 grandes catégories d'offres. Les résidences services seniors. Ce sont des immeubles de logement où les seniors, le plus souvent locataires, bénéficient d'un certain nombre de services. Accueil de leurs visiteurs, gardiennage 24 heures sur 24, salle de restaurant, ménage, blanchisserie, etc. Elles s'inscrivent dans le droit commun du logement. Vous payez un loyer, des charges locatives et une facturation aussi des services que vous consommez réellement. Comme elles relèvent de la promotion et de la gestion privée, on en connaît mal le nombre. Il y aurait entre 900 et 1000 résidences, et moins encore le nombre d'habitants. Ce sont le plus souvent des personnes qui ne sont pas dépendantes et qui sont des femmes seules. Deuxième offre, les résidences autonomie. Ce sont des foyers logements conçus pour les personnes de plus de 60 ans. Elles permettent à leurs locataires de vivre en toute indépendance dans un logement privatif et de bénéficier aussi d'espaces communs dédiés à la vie collective, à la vie sociale. Des activités de prévention y sont proposées, comme par exemple de l'activité physique adaptée. En revanche, elles ne sont pas en principe destinées à héberger des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Et notamment, il n'y a pas d'équipe médicale présente sur place en permanence dans ces résidences autonomie. On en compte 2260 en France, qui représentent 115 000 places installées et 95 000 personnes âgées actuellement accueillies. Enfin, il y a les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fameux EHPAD. Ce sont des établissements médico-sociaux nés en 1999 de la transformation des maisons de retraite associatives, hospitalières ou privées en établissements médicalisés. On comptait en 2019 7400 EHPAD. Pour être complet, il faut signaler 2 offres, l'une déclinante, l'autre qui progresse. L'accueil familial, ce sont des particuliers qui, agréés par le conseil départemental et contre rémunération, accueillent dans leur domicile des personnes âgées qui ne sont plus autonomes. Deuxième type d'offre, l'habitat adapté, partagé, inclusif, qui est inscrit dans la loi depuis 2018 et qui permet à des groupes de personnes âgées, mais aussi à des personnes handicapées, de partager à la fois des logements en colocation, mais aussi des temps de vie collective et des intervenants professionnels dédiés à leur structure. Compte tenu de cette diversité d'offres, schématiquement, la prise en charge de la dépendance est différente selon le type de structure d'accueil. Ainsi, les personnes qui résident dans les résidences-services ou résidences autonomie bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile pour les soutiens dont elles font l'objet.
A contrario, les personnes accueillies en EHPAD sont prises en charge au titre des soins, de la dépendance et de l'hébergement. Elles relèvent d'une allocation spécifique, l'APA en établissement, qui finance la structure. Le coût est donc différent dans les résidences où les locataires continuent à payer leurs charges courantes, d'alimentation, de ménage, etc. Alors que dans les EHPAD, ces dépenses sont intégralement prises en charge. Les personnes résidant en EHPAD sont nourries, logées et blanchies. Alors naturellement, l'EHPAD occupe une place majeure dans ces offres, en proposant 610 000 places de prise en charge. Ces établissements ont acquis une notoriété et une visibilité très forte. Elle est parfois centrale dans certains départements. Mais l'implantation des EHPAD varie fortement selon les territoires. Le taux de personnes âgées dépendantes prises en charge en EHPAD varie ainsi selon les départements entre 8 et 65%. Ainsi, les EHPAD sont, à tort ou à raison, vus de manière négative comme des lieux de relégation, voire de mauvais traitement des personnes âgées. L'expression « il est bon pour l'EHPAD » n'est d'ailleurs pas très positive. Par ailleurs, la question du coût du séjour en EHPAD est très souvent évoquée. Et de fait, les études montrent que le coût moyen d'un séjour en EHPAD reste très élevé. En moyenne, 2 385 € par mois, répartis en 510 € au titre du coût de la dépendance et 1 875 € au titre de l'hébergement. Mais ces coûts moyens, en fait, dissimulent des coûts qui varient très fortement selon le type de structure d'accueil, publique ou privée, et selon le territoire en France dans lequel la personne âgée est prise en charge. Le prix médian d'un séjour en EHPAD évolue ainsi dans un rapport d'1 à 3. Le coût du séjour en EHPAD est donc élevé, très variable, et la prise en charge effective et les services rendus interrogent légitimement les familles. Le coût du séjour en EHPAD retient donc, et sans doute à juste titre, l'attention de tous nos concitoyens. Mais qu'est-ce qui explique que les EHPAD sont aussi chers, Benjamin Ferras ? Alors, le coût élevé du séjour en EHPAD est très souvent lié au tarif hébergement proposé par tous les établissements, Julie. Mais surtout par une partie d'entre eux, qui affichent des tarifs d'hébergement à 3 500, 4 000, 5 000 € par mois. Cela dépend du lieu d'implantation de l'établissement, des prestations et services proposés qui varient très fortement selon le type d'EHPAD. Ainsi, il n'y a pas d'EHPAD à 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Mais, dans les faits, ce sont les mêmes logiques qui jouent ici que celles qu'on applique aux hôtels. Avant de voir pourquoi ces tarifs peuvent être aussi élevés, quelques considérations. Premièrement, il faut prendre en compte le fait que les EHPAD auront toujours un coût élevé. C'est celui de la mobilisation d'un bâtiment qui doit être accessible et sécurisé, le cas échéant assorti d'un jardin ou d'un parc pour les promenades, et puis surtout la mobilisation de moyens humains 24 heures sur 24 au bénéfice de résidents dont 50% à plus de 88 ans. Deuxième élément, contrairement à l'hôpital, les personnes élisent domicile dans l'EHPAD. L'EHPAD devient leur chez eux. Ils y satisfont la très grande majorité de leurs besoins. Alors, les personnes âgées, naturellement, peuvent aller dormir ou dîner à l'extérieur quelques jours par an avec leur famille, par exemple. Mais l'immense majorité du temps, elles vivent, mangent et dorment dans l'EHPAD. Du coup, toutes ces dépenses leur sont facturées par l'établissement. En contrepartie, elles ne payent plus ces frais comme elles le faisaient quand elles étaient dans leur famille ou en logement autonome. Ainsi, le Conseil de l'âge estime à 900 € la part de dépenses de logement, d'alimentation, etc. que les résidents auraient à payer si elles n'étaient pas en EHPAD. Alors maintenant, Jean-Philippe Vincan, venons-en au vif du sujet. Comment certains EHPAD sont-ils devenus aussi chers ? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps aux années 2000 et au plan Solidarité Grand Âge. Il a fait fixer un objectif ambitieux de création de 40 000 places d'EHPAD et a ouvert très largement la possibilité aux acteurs privés d'y contribuer. Le secteur avant était plutôt dominé par une offre d'EHPAD publics, relevant des hôpitaux ou des collectivités locales ou associatifs. Ils étaient le plus souvent à tarifs maîtrisés par le mécanisme de l'habilitation à l'aide sociale. Le département négociait un tarif social avec le gestionnaire de l'EHPAD et s'engageait en contrepartie à verser une aide sociale pour les résidents les plus modestes pour que l'EHPAD soit bien sûr payé
par l'ensemble des résidents qui l'accueillent. Alors, on a toujours plus de 7 places sur 10 qui actuellement sous ce régime de tarification à l'aide sociale. Seules 3 places sur 10 sont à tarif libre. Mais il faut voir que les nouvelles places qui sont sorties entre 2007 et 2015 ont le plus souvent été portées par des grands groupes d'EHPAD privés qui avaient à la fois la capacité d'attirer des investisseurs ou d'avoir des prêts des banques pour les construire, mais qui avaient également le souci de rentabiliser ces investissements. Ils n'ont donc pas le plus souvent demandé l'habilitation à l'aide sociale, voulant garder la liberté de fixer leur tarif hébergement. Aujourd'hui, les places offertes en EHPAD sont proposées à peu près 50% toujours par le secteur public, à 30% par le secteur associatif ou non lucratif et à 30% par le secteur privé lucratif. Or, les places qui ne sont pas habilitées à l'aide sociale, très largement celles du secteur privé lucratif, sont en moyenne 25% plus chères que celui du secteur habilité à l'aide sociale. On voit bien donc que la plus grande part de marché qui a été prise par ces acteurs privés à prix libre a contribué à une augmentation moyenne du tarif hébergement des EHPAD. La plupart des départements, néanmoins, ont conservé une proportion élevée de places habilitées à l'aide sociale. Elle dépasse 87% dans la moitié des départements. Les situations sont quand même très différentes selon les territoires en termes de type de place disponible qu'en termes de coût. Ensuite, comme on l'a indiqué, les tarifs hébergement des EHPAD sont le plus souvent supérieurs au montant des retraites qui sont perçues par les personnes âgées. Avec une pension moyenne brute dans notre pays de 1 500 €, on voit bien qu'on ne peut pas payer 2 000 € mensuels de frais d'hébergement. Mais les résidents peuvent évidemment d'abord mobiliser leur épargne ou vendre leur maison, puisqu'ils rentrent en EHPAD. Mais encore faut-il vouloir et pouvoir le faire. Les plus modestes peuvent demander l'aide sociale à l'hébergement auprès du conseil départemental. Mais il faut d'abord qu'elles sollicitent leur enfant au titre de l'aide alimentaire et qu'elles acceptent qu'une partie de l'aide reçue soit récupérée sur l'héritage. Au final, on peut dire que oui, l'EHPAD sera et apparaîtra toujours cher s'agissant de l'hébergement, mais que l'accessibilité financière, on le verra, pourrait être améliorée. Et pouvez-vous nous expliquer comment les EHPAD sont financés justement et quels sont leurs coûts ? Les EHPAD sont financés par 3 canaux. Premièrement, il y a une section soins qui couvre la rémunération du personnel soignant et le financement des équipements médicaux. Celle-là, elle est financée à 100% par la branche autonomie de la sécurité sociale et pilotée en région par les agences régionales de santé. La deuxième section s'appelle la section dépendance. Elle est dédiée au financement des prestations d'aide et de surveillance des personnes. Elle est financée toujours par la branche autonomie, mais aussi par les départements et par les résidents qui payent une participation sur ces frais d'entretien de leur autonomie. La troisième section, c'est celle qui est dédiée à l'hébergement. Elle couvre les frais d'hôtellerie, de restauration, d'administration générale et d'animation de la vie dans l'établissement. Elle est financée par les résidents, nous l'avons vu, qui peuvent bénéficier en fonction de leurs revenus, de réductions fiscales et de prestations sociales pour atténuer le coût de ces tarifs hébergement qu'ils acquittent. Ils peuvent bénéficier d'allocations logement et de l'aide sociale à l'hébergement. Le coût moyen par jour et par place d'EHPAD, ce sont les études de coûts qui nous l'enseignent, varie entre 85 et 135 €. 40% de ce coût est constitué par les dépenses de soins. On l'a vu, prise en charge à 100% par la branche autonomie. Ça représente un montant de dépenses de 8 milliards d'euros par an. 18% du coût relève de l'aide à l'autonomie, soit 3,5 milliards d'euros en dépenses France entière. Après financement par la branche autonomie et par les départements, les résidents financent en moyenne un tiers de son coût, ce qui représente 200 € par mois
à leur charge. Un peu plus de la moitié, 52% de ces coûts relèvent de l'hébergement. Et là, ce sont les résidents qui payent la plus large partie de ces 8 milliards d'euros de frais d'hébergement. Alors, en fait, ce qui retient l'attention des personnes âgées, protégées et de leurs familles, c'est l'argent qui reste effectivement à leur charge. Et on le comprend, une fois qu'on a déduit les aides publiques, les résidents ont un reste à charge important, en moyenne de 780 € par mois. Mais au-delà, le taux d'effort qui est demandé est très supérieur aux revenus courants du résident, la plupart du temps constitués de ses pensions de retraite, comme on l'a vu. En moyenne, ce coût du séjour en EHPAD représente entre 1,5 et 1,8 fois les revenus mensuels pour les 30% des résidents aux revenus les plus faibles. Il n'y a en fait qu'un résident sur 5 qui peut payer son séjour en EHPAD sur ses revenus courants. Et là, on constate un paradoxe. La combinaison de soutien par les prestations sociales et les avantages fiscaux conduit actuellement à aider relativement plus les résidents les plus aisés par rapport aux résidents qui ont des revenus moindres. À cela s'ajoute la question des ménages les plus modestes. Comme on l'a dit, en l'absence de ressources suffisantes, un résident peut bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement, donc de la prise en charge de ses frais d'hébergement par le département. Mais cette prestation est récupérable auprès de la famille du résident, si elle en a les moyens, ou lors de la succession. Au décès du résident, la vente de ses biens permettra de rembourser les montants avancés. Ce système ancien de récupération d'une aide sociale est source de critiques et de craintes. Au final, le coût de l'EHPAD pose la question du bien fondé de soutien public accordé qui sont très variables et pas toujours très cohérents. À la question du coût de l'EHPAD se combine donc la question des prises en charge publiques. Cela en fait un sujet, convenons-en, assez complexe. On peut améliorer ce système et le simplifier encore. Pour terminer, quelles sont les perspectives pour que les EHPAD soient plus accessibles ? Des évolutions sont-elles nécessaires, Benjamin Ferras ? Alors Julie, il y a de nombreux champs à travailler, comme un rapport récent d'une parlementaire, Christine Pires-Beaune, l'a utilement souligné. En premier lieu, on doit mieux connaître le fonctionnement économique du secteur. Comment une structure peut être à l'équilibre ou en excédent et pourquoi ? De quelles prestations et services dispose-t-on en EHPAD ? On doit progresser et mieux harmoniser cette prise en charge. Et mieux comprendre les déterminants du coût des EHPAD, leur fonctionnement et les différences entre les acteurs privés et publics. Deuxième élément, les tarifs varient, on l'a vu, selon les secteurs et les territoires. Un mouvement d'harmonisation peut être envisagé à la suite de la création de la 5e branche. Cette harmonisation, elle pourrait conduire à faire converger les tarifs tout en tenant compte de spécificités territoriales. On peut penser au coût de l'immobilier, au coût des ressources humaines et aux autres coûts. Troisième élément, on doit aussi agir sur l'offre pour garantir que les places sont disponibles dans tous les territoires et répondre aux besoins. La diversité est cependant très forte entre départements, tant en nombre de places qu'en termes de coûts. Une action publique rénovée est donc nécessaire. Tout ce contexte peut justifier un changement plus fort qui ne concerne pas que les EHPAD. En effet, aujourd'hui, la prise en charge des personnes âgées dépendantes est soutenue par l'État et la sécurité sociale de très diverses manières. Aide au logement, aide personnalisée à l'autonomie, avantages fiscaux, aide sociale. Tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici sont éberlués par cette complexité. Alors, on peut se poser une question simple. Pourquoi ne pas regrouper ces soutiens pour proposer une prestation unique prenant en charge les personnes âgées de manière différente selon qu'elles sont à domicile, en résidence ou en EHPAD, et en prenant en compte à la fois leurs besoins, leur degré de dépendance, mais aussi leurs revenus. C'est le sens de propositions récentes. En tout état de cause, les débats sur les coûts des prises en charge à domicile et en établissement reflètent une certaine complexité, issue de l'histoire. On ne peut que simplifier ce système pour permettre un meilleur accès de chacun à la prise en charge. Mais la simplification est souvent compliquée. Plusieurs changements sont en cours. Gageons qu'ils se poursuivront. Nos aînés fragiles et leurs familles le valent bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Julie. Merci Julie. À bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.